Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette conférence sur l'intelligence artificielle. Merci aussi pour l'invitation, encore une fois, pour parler de ce sujet qui, je pense, intéresse beaucoup de monde et qui, j'espère, sera aussi un peu en complémentarité avec ce que vous avez déjà pu entendre ce matin, notamment avec Lot-et-Garonne numérique. Donc moi je m'appelle Afid Haïti Diamou, donc je suis de la FNCCR, juste rapidement, donc c'est la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Donc c'est une association donc, qui représente notamment des syndicats d'énergie comme le TE47. Et donc moi je fais partie du département numérique qui travaille sur les infras fixes et mobiles, mais également sur la donnée. Et donc moi je travaille sur spécifiquement le sujet de l'intelligence artificielle. Donc moi à côté j'ai un rôle un peu particulier parce que je suis doctorant à côté. Et donc je fais une thèse en sciences sociales sur les données des réseaux. Donc je m'intéresse aux données et à la gestion patrimoniale des réseaux d'électricité, d'eau potable et de fibre optique. Voilà, là aujourd'hui, on m'a demandé notamment d'intervenir sur l'IA au service de nos territoires. J'ai ajouté une petite question pour aussi orienter un peu mon propos, qui est un peu d'essayer de préciser ce que font en fait vraiment les collectivités quand elles font de l'intelligence artificielle. Et pourquoi poser la question comme ça voilà, je trouvais ça intéressant, notamment déjà pour essayer de rendre un peu plus palpable peut-être ce qu'est l'IA un peu plus en pratique, quoi, à quoi ça ressemble. Préciser ce que ça implique concrètement et toutes les infrastructures que ça mobilise. Voilà, juste avant, il y avait une présentation de la fresque du numérique et de toutes les infrastructures qu'il peut y avoir derrière le numérique. Et pour aussi mieux poser la question, in fine, quelle IA au service de quoi, en fait, quand on met en place de l'intelligence artificielle. Et enfin, j'ai ajouté un petit dernier point tout à l'heure parce que voilà, j'ai entendu Monsieur Quérault parler aussi de l'impact et c'est vrai que c'est une question assez importante. On la pose souvent comme ça. Et là aussi, je proposais peut-être faire un petit décalage aussi pour se dire que euh, c'est un peu un moment où on a l'impression de peut-être subir l'IA, c'est-à-dire et de se demander bon, bah, quel impact ça va avoir sur nous. Il faut aussi essayer de se dire que cet impact se définit là aujourd'hui avec vous quand on réfléchit aux pratiques, quand on expérimente. Voilà, Lot-et-Garonne numérique a présenté des expérimentations. Cet impact-là aussi dans les pratiques, dans la façon dont on gère les projets, et ben en fait, il se définit. On n'est pas obligé de le subir. Euh, voilà. Donc souvent, quand on parle d'IA au service des territoires, on parle aussi beaucoup de cas d'usage. Donc on se demande au service des territoires, au service de quoi? Et on présente beaucoup de types de cas d'usage. Là, j'ai repris l'étude de l'Observatoire Data Publica. Ils ont sorti un carnet sur IA et territoire cet été. Et voilà, liste pas mal de types de cas d'usage. Ils en listent plus de 200 qu'ils ont pu sonder. Ils listent également, on voit des statistiques sur quel type d'IA, voilà, de l'IA générative, de la vision par ordinateur, où l'IA reconnaît sur des images des éléments. Et on a également, là j'ai aussi mis un petit graphique, enfin un petit schéma de la Caisse des dépôts qui avait aussi publié en 2019 un rapport sur l'IA et les collectivités où on voit l'IA au service de quoi, qu'est-ce qu'elle fait, elle aide à traduire, à décrire, à prédire, à détecter, voilà. Donc quand on essaye de se demander l'IA au service des territoires, à quoi ça ressemble, une première approche qui est assez utile, c'est aussi de regarder déjà qu'est-ce qui existe. Donc c'est qu'est-ce qui se fait. C'est un peu se poser la question qu'est-ce qui se fait, et il y a une approche par liste des cas d'usage. Là, je ne vais pas trop faire ça, même si je trouve ça assez important et intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, ça risque de mettre au même plan des technologies assez différentes. C'est un des points qui vient aujourd'hui, c'est de dire, on a l'impression qu'il y a un boom de l'usage de l'IA récemment, mais c'est peut-être un peu faussé parce qu'il y a de l'IA générative partout et en fait, c'est beaucoup plus facile maintenant d'avoir sur son ordinateur un chat GPT, un Mistral, et en plus, ça, voilà, dans la diversité de ce qu'est l'IA, peut-être pour vous, avant de démarrer un projet, ça peut apporter un peu plus de confusion ou en tout cas pas vraiment préciser l'affaire. Ça risque aussi de mêler des niveaux d'avancée différents. Quand on présente aussi des cas d'usage, on n'a pas forcément le détail de où ça en est. Est-ce que la collectivité, c'est juste un stade d'idée? Elle se dit, avec l'IA, on pourrait faire ça. Est-ce que c'est en cours, c'est-à-dire que c'est une expérimentation en cours? Est-ce que c'est déployé et effectivement ça marche, les gens l'utilisent au quotidien?
ou est-ce que c'est abandonné? Ce qui est parfois le cas et on n'a pas forcément les retours d'expérience sur ça. Enfin, ça peut aussi sous-entendre parfois une réplicabilité assez évidente. Quand on a des listes de cas d'usage, on se dit ah bah un tel dans autre territoire a fait ce cas d'usage-là, il existe, donc il est pertinent et fonctionnel. Déjà, bon, Dixit, ce que j'ai dit avant, on ne sait pas à quel point c'est déployé, à quel point les résultats sont là. Et également, notre collectivité fonctionne peut-être différemment. On n'a peut-être pas les mêmes priorités, pas les mêmes données, pas les mêmes partenaires, etc. Donc, voilà, ça ne permet pas forcément de comprendre l'épaisseur de ce qui se passe concrètement parfois et de se projeter ensuite sur, en fait, à quoi ça peut servir l'IA dans mon territoire, euh, dans mon cas. Pour un peu aussi appuyer cette idée, je voudrais vous parler rapidement d'un cas d'usage en particulier. Quand je mets cette image-là, est-ce que ça vous parle, le cas d'usage auquel je veux faire référence? Oui, j'ai entendu les impôts. C'est ça, c'est ça. Exactement. Donc je ne sais pas si vous avez vu, en plus je crois qu'il y avait eu un cache investigation il y a pas longtemps sur ce cas d'usage où ils en parlaient. Donc en effet, c'est le cas d'usage qui s'appelle foncier innovant, donc qui a pour but avec un modèle d'IA de détecter des piscines non déclarées et donc qui fait un croisement fiscal. Voilà, voilà un peu à quoi ressemble ce cas d'usage-là. Il y a un modèle d'IA, il y a un processus automatique pour ensuite avoir des incohérences, faire remonter des incohérences, et donc voilà, la DGFiP, donc la Direction générale des finances publiques, peut agir et contacter le particulier. Donc concrètement, voilà, ça ressemble à ça chez l'agent. Il a sa carto et ça peut remonter, ça remonte une détection problématique. Et qui envoie même un courrier, je ne pense pas que l'envoi du courrier soit automatique, mais qui envoie un courrier de demande de régulation. Donc voilà à quoi ça ressemble déjà un peu concrètement un projet d'IA ici sur l'écran d'un agent qui peut ensuite mettre en place son action. Mais en fait, si on regarde un peu plus précisément, là vous n'avez pas je pourrais vous envoyer la présentation et avec le lien, mais il y a une équipe de chercheurs qui a un peu suivi cette équipe et on voit tout ce que ça implique en fait de mettre en place ce cas d'usage-là. On voit les données qui sont mobilisées, on voit l'IGN pour les images aériennes, on voit Capgemini, Google qui ont accompagné pour le développement, l'infra, on voit toutes les réglementations qui encadrent ce cas d'usage, on voit les syndicats de la DGFiP qui se sont beaucoup mobilisés pour dire attendez, mon métier évolue, etc. Bref, c'est aussi pour dire que derrière un cas d'usage, il se passe plein de trucs et que c'est important on peut pas tout prévoir, mais au moins de l'avoir en tête, se poser les questions, de mettre les bonnes personnes autour de la table pour aussi essayer de déminer plein de choses. Parce que comme cette enquête le montre, ça a fait évoluer pas mal de choses. Ici, hein, le chef du bureau du cadastre qui dit, bah, en fait, avant ce travail-là, c'était beaucoup des géomètres, il y avait une interaction entre l'agent et le terrain. Aujourd'hui, en fait, le métier évolue. On exploite des vues aériennes et c'est vraiment deux modes de faire qui viennent s'opposer, comme il le dit. Et même dans le métier, ça c'est aussi un retour de ça, c'est de dire, bah avant en fait, d'avoir le géomètre qui venait sur le terrain, ça permettait aux propriétaires de voir bah, c'était quoi en fait les finances publiques. Il y avait un visage et ils pouvaient expliquer leur démarche. Aujourd'hui, bah, ils ont un peu peur de comment va être vécue la réception d'un courrier qui dit automatiquement. Et il y a déjà eu des retours de personnes bah, qui se sont opposées au fisc pour dire bah, attendez, moi, votre calcul, là, je m'y oppose. J'ai envie de voir pourquoi je suis remonté. Je m'oppose à cette régularisation que vous m'avez demandé. Et ce qui, en plus, du coup, ça incombe au particulier de montrer que le calcul est faux. Bref, tout ça pour dire que derrière un cas d'usage, donc derrière une liste de cas d'usage, il y a plein d'histoires comme ça en fait. Il y a une épaisseur qu'il est important d'avoir et qu'on n'a pas forcément, et c'est parce que c'est difficile, mais aussi parce qu'au final, il y a encore assez peu de cas d'usage qui sont autant implémentés, autant intégrés. Je reprends des chiffres que notamment reprend aussi l'Observatoire Data Publica. Tout secteur confondu, il y a 80% des projets qui sont abandonnés. Et dans les collectivités, l'Observatoire qui en a sondé environ 250, il n'en décompte que 21 qui sont effectivement intégrés dans les processus métiers, dans le quotidien en fait, des agents. Et donc tout le reste ne l'est pas ou est encore en test. Donc moins de 10%. Et donc c'est d'autant plus important sur le peu qui vont au bout
d'avoir des cas d'usage voilà, racontés, évalués. Donc c'est aussi un appel à vous toutes et tous quand vous expérimentez, d'essayer de compiler voilà, ces retours d'expérience. Parce qu'en fait, c'est important, un cas d'usage non déployé, ce n'est pas forcément un échec, parce qu'en fait, dans le même temps, vous avez travaillé vos données, vous avez questionné les métiers, mais ça, c'est hyper important. C'est hyper important de le raconter aussi parce que vous avez évolué, vous avez gagné en maturité et les collectivités d'à côté, ça fait partie de la mutualisation de l'expérience autour des projets d'IA. Et cette démarche-là, elle commence à être mise en place, de raconter, de documenter pour faciliter que l'IA au service des territoires, c'est aussi l'IA que je fais moi dans mon territoire, c'est au service de mon voisin dans cet esprit de mutualisation. Ici, j'ai mis les projets qui ont été lauréats de l'appel à projet DIAT, qui est démonstrateur d'intelligence artificielle frugale pour les territoires. Je crois que c'est ça le titre. Et là, il y a plusieurs cas d'usage qui ont été lauréats et qui sont en cours en fait, de développement. Et dans le cahier des charges, il y a une demande de raconter, de compiler qu'est-ce qui s'est passé, de faire un retour d'expérience pour faciliter la réplicabilité. Il y a une autre démarche, les intercommunalités de France se sont aussi mis à mettre en place une bibliothèque des IA territoriales. Ils essayent de mettre en place voilà, ce système où on essaye de compiler, de raconter quelles sont les IA qui sont faites. Pour l'instant, c'est plus une liste de cas d'usage qui existent. Il n'y a pas encore beaucoup de détails, mais c'est un peu l'idée. Pour vous donner une idée de à quoi ça peut ressembler, j'ai pris l'exemple de IA Arbre rapidement, qui est une IA qui est censée aider à définir la plantabilité d'un arbre. C'est-à-dire, eux, ils sont partis d'une question simple, où planter un arbre. C'est parti de la métropole de Lyon. Et ils se sont dit, bah, en fait, où planter un arbre dans la métropole de Lyon, il faut prendre en compte plein de choses, et notamment les données sur bah, quel réseau il y a en dessous pour planter l'arbre. Et en fait, ils ont collecté plein de données pour avoir un score de plantabilité. Et ce cas d'usage-là est très bien documenté. Il y a tout un GitHub, enfin, il y a même le code ouvert, etc. Et ça a été repris par la métropole de Bordeaux pour aussi travailler comme ça dessus. Et ils peuvent l'adapter. Peut-être que eux, à Bordeaux, il y a un critère en plus qui est important pour eux, et ben, ils vont le rajouter. Et voilà, là, on a un exemple d'un cas d'usage qui est raconté et qui est en plus ouvert et détaillé. Donc c'est aussi ça qui se développe dans l'idée d'IA au service des territoires, c'est aussi des IA qui sont plus racontées et plus ouvertes. Peut-être aussi pour un peu rétro-pédaler et se dire au final, dans tout ça, une des questions c'était quelle IA au service des territoires. C'est dans tout ce qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a la question qui reste difficile de la définition. La définition, c'est aussi pour aussi en discuter ensemble et avoir un sens un peu commun. Elle est assez difficile parce qu'il y a plein de débats encore. C'est un champ académique en fait assez vif sur qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est juste de la statistique? Est-ce que c'est de l'intelligence vraiment? Et voilà, on a encore beaucoup de ces débats-là. Il y a des abus de langage parfois, des fins marketing ou pas, même dans le milieu de la recherche. C'est parfois une blague de dire des chercheurs qui disent qu'ils font de l'IA pour financer des nouveaux projets qui ne sont pas forcément de l'IA au sens qu'on pourrait l'entendre. Parce que ce sens qu'on pourrait l'entendre de plus en plus, c'est un peu un imaginaire futuriste d'une IA générale qui pourrait faire plein de choses, qui aurait une conscience presque. Et ça aussi, c'est un élément qui parfois un peu perturbe dans la compréhension de ce que c'est l'IA et qui peut amener à dire bah, que je fais en fait, à dénigrer aussi parfois des projets en disant ça c'est pas très intelligent ce que je fais parce que en fait on a en tête une IA hyper sophistiquée. Voilà, et il y a ensuite aussi des définitions juridiques, mais j'y reviendrai juste après. Juste un point sur ces définitions-là, et pour en revenir aussi à la définition un peu pour vous, c'est que souvent on est un peu, on navigue dans la définition entre l'IA abstraite, du coup on va parler de l'intelligence artificielle, l'IA fait ça, l'IA fait ci, comme si l'IA presque c'était un état, c'était un acteur un peu autonome, et où en fait on va en parler comme d'un objet plus précis, un modèle, et là c'est quelque chose de concret qui fait ça, qui m'aide à savoir où planter un arbre, etc. Et également, on va aussi en parler, et ça on en parle, enfin beaucoup d'élus en discutent aussi dans ce sens-là, c'est de se dire est-ce que c'est politique ou pas, est-ce que c'est neutre ou pas de faire de l'IA. Et là aussi, on va naviguer entre c'est neutre, il n'y a pas d'implication
autre que c'est un logiciel comme un autre, on va dire peut-être, ou c'est non neutre, il y a une incidence, ça crée des choses, ça change les façons de s'organiser, ça change peut-être la façon de mener telle ou telle politique publique. Quand les collectivités, en fait, quand on se lance en IA, souvent, on se déplace un peu sur ce champ et on arrive un peu à fixer une définition locale. C'est-à-dire qu'on va se dire, en fait, ouais, peut-être que c'est pas si neutre que ça. C'est pour ça que les gens développent parfois des chartes éthiques, des chartes responsables, se disent, on va mettre des lignes rouges, il y a des pratiques qu'on ne fait pas, il y a des cas d'usage qu'on ne fait pas. C'est aussi ce que font parfois la réglementation. Il y a des concertations citoyennes pour dire, en fait, c'est pas un sujet anodin, donc on va un peu discuter sur ce qu'on veut en faire. Voilà, il y a eu des cas à Montpellier, des choses comme ça. Et donc voilà, ça peut aussi ressembler à ça, à faire de l'IA dans les collectivités, c'est de se poser la question de la neutralité de cette technologie. Et également, on se déplace, on n'en parle plus de l'IA comme de quelque chose dans les airs, de très abstrait. Par l'expérimentation, par le développement, l'achat de solutions, ça devient très concret. C'est mon collègue qui utilise tel modèle pour faire telle tâche et ça change son métier. Et donc l'IA aujourd'hui, pour aussi vous donner quelques éléments techniques, mais assez rapides, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais ça reste deux approches. En gros, il y a l'approche un peu historique de l'IA, qui est dans laquelle on avait qu'on appelle les systèmes experts, c'est-à-dire dans laquelle on a un modèle qui préexiste, c'est-à-dire typiquement, je prends souvent cet exemple-là, mais si on veut créer un agent IA qui va faire le travail d'un médecin, on va demander à un médecin qui est un expert métier, qu'est-ce que vous faites médecin pour poser un diagnostic. Il pose telle question sur votre âge, sur votre poids, je ne sais pas, sur plein de questions, pour ensuite poser son diagnostic. Et donc, c'est ce qu'on va faire à cette époque-là. C'est basé sur une connaissance experte et une logique. Et on va faire entrer les données, donc l'âge, la taille, le poids, des choses comme ça, pour donner le résultat qui est le diagnostic. Donc ça, c'était la façon de faire qui existe encore, mais qui est remplacée aujourd'hui par une approche où en fait, toutes ces règles-là, on va plus demander au médecin. On va plus forcément demander au médecin comment il fait pour avoir un diagnostic, mais en fait, on va passer directement à toutes les données historiques des diagnostics déjà posés. Et c'est ça qui va nous aider à construire le modèle. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de données avec plein de personnes, avec toutes les informations sur leur âge, leur poids, leur taille, etc. Et tout le diagnostic qui leur avait été donné. Et on attend et on va faire apprendre ça. Donc c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage. Vous avez peut-être entendu le terme de machine learning, d'intelligence artificielle comme apprentissage. C'est ce qui se passe ici, c'est qu'on va demander à la machine d'apprendre à créer elle-même son modèle et ses propres règles sans passer par l'expert en question. Et on est passé à ça parce que justement, il y a eu un boom des données. On en parlait aussi juste avant, ces dernières années, il y a de plus en plus de données, on a de plus en plus de capteurs. On peut mettre en place ce genre de modèle-là. Et aussi parce que nos ordinateurs sont devenus de plus en plus puissants. On a de plus en plus de capacités de calcul. Et donc, ça donne l'IA aujourd'hui qui est basée largement sur ces apprentissages. Et là encore, il y a plein de types d'apprentissage. Je ne rentre pas trop dans le détail. Vous, l'apprentissage souvent qui va être intéressant ou utile, c'est l'apprentissage supervisé. Vous avez un cas d'usage où vous allez faire apprendre à la machine à réaliser une tâche spécifique et vous allez l'accompagner pour faire ça. Là, je donne juste un exemple d'un algo, mais c'est pas très, très important. L'idée, c'est de se dire, en fait, avec même un type d'algo, on peut faire plein de cas d'usage. Ici, ça a été utilisé pour dater des réseaux de canalisation d'eau potable. Et ici, le même algo sert à prédire des pics de pollution de l'air. Toujours entraîné avec des données qu'on lui donne. Ici, un historique de pics de pollution, température, humidité, etc. Et ici, des données sur l'âge des canalisations autour, leurs matériaux, etc. Plein de choses. Et ce serait le même cas, par exemple, pour ce matin on parlait en parlant du PCRS, de la détection d'éléments sur la voirie. C'est pareil, on va faire apprendre à la machine en lui montrant plein d'images comment on appelle ça, des passages piétons par exemple. Et on va demander à des gens d'annoter cela et d'apprendre à la machine à quoi ça ressemble en fait un passage piéton pour qu'ensuite ils puissent le reconnaître tout seul.
Et voilà, dans cette petite, c'est la seule partie assez technique, mais j'y passe rapidement. Euh, on arrive aussi à un type d'IA qui est ce qu'on connaît aujourd'hui beaucoup, l'IA générative, qui est un type d'apprentissage et qui a créé des modèles, voilà, des modèles de fondation. GPT, sur lequel il y a ChatGPT, est un modèle de fondation. Et ça pose plein de soucis également de les comparer, de savoir lequel utiliser, de leur spécificité à chacune. Et donc, c'est un peu ça, voilà, quand on essaye un peu de se dire bah, quelle IA on utilise, on commence à entrer dans cette complexité un peu technique de se dire bah, en fait il existe plein de modèles, lequel est le plus approprié à mon besoin et lequel est le plus pratique. Ce que ça a changé, notamment ces évolutions techniques, c'est bah, qu'est-ce que ça implique de faire de l'IA aujourd'hui? Ça implique de plus en plus de mobiliser une infrastructure de plus en plus lourde. Enfin, l'IA est assez gourmande en travail et en ressources. Là, j'ai mis une ressource qui est sortie aussi cet été qui juste montre que l'IA repose voilà, sur un système électrique, le réseau électrique, sur des data centers, sur des systèmes de refroidissement, donc qui consomment beaucoup d'énergie, qui a un cycle de vie donc à gérer. C'est aussi un élément important à prendre en compte et qui aussi nécessite beaucoup de travail. Cette image-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer dans des présentations sur l'IA. C'était une expérimentation faite au XVIIIe siècle qui s'appelait le Turc mécanique, qui a donné le nom à l'offre d'Amazon de Turc mécanique, qui permet en fait d'entraîner les modèles. C'est-à-dire en fait le travail qui permet, comme je l'ai dit avec l'exemple des passages piétons, de détourer dans des images, dans des milliers d'images des passages piétons. C'est fait par plein de personnes qui travaillent un peu partout dans le monde, qui permettent d'entraîner ces modèles pour qu'ensuite le modèle le fasse tout seul. Et là, c'était un peu l'idée de ce mécanisme-là où la personne faisait croire qu'il y avait un robot qui jouait aux échecs et qui faisait un certain coup, alors qu'en fait, il y avait juste une personne cachée en dessous. Et c'était un peu ça l'idée de dire, bah, en fait, l'IA, vous pensez qu'elle fait ça toute seule, mais en fait, non, il y a des gens cachés, entre guillemets, derrière, qui ont fait cette tâche pour elle, qui lui ont apprise. Voilà, c'est assez drôle qu'Amazon reprenne ce titre-là pour son offre. Du coup, juste pour garder une définition un peu, j'ai repris celle qui a été adoptée dans le règlement européen pour l'IA et que je trouve assez importante parce qu'en fait, elle est peut-être un peu alambiquée, mais deux choses. C'est déjà qu'elle parle de système d'IA et pas juste d'IA. Et ça permet de dire, bah, en fait, votre IA, elle est intégrée dans un environnement, il y a des personnes qui travaillent, il y a le cas d'usage, il y a des capteurs, il y a plein d'autres choses en fait. Il n'y a pas que cette partie-là qui est la logique opérationnelle, c'est-à-dire l'algorithme en gros. L'IA, c'est pas que son algorithme, c'est tout un système dans lequel elle est intégrée. Il y a des gens qui travaillent avec, il y a une interface, il y a des capteurs. Voilà. Donc, essayez de la comprendre en tant que telle. Et aussi, ce qui est important dans cette définition, c'est cette partie sur logique et connaissance et représentation symbolique. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'historique de l'IA qui était avant, on demande aux médecins qu'est-ce qu'il faut mettre, la logique. Et ben, la définition qu'a gardée l'Union européenne, c'est de dire que ça aussi c'est de l'IA en fait. Même s'il n'y a pas d'apprentissage, même s'il n'y a pas ce côté big data forcément, et ben, on le considère quand même comme de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait c'est aussi ça l'histoire des systèmes d'IA. Et ça, je trouve ça important parce que du coup, ça fait rentrer beaucoup de ce que vous faites déjà, parfois dans le scope de l'IA. C'est-à-dire, voilà, je vois pas mal de collectivités qui utilisent des analyses multicritères, par exemple, qui se disent, bah, j'ai vu de collectivités, notamment beaucoup dans la gestion d'eau potable, qui utilisent des analyses multicritères pour savoir, pour prioriser l'investissement dans le renouvellement d'une canalisation. Eh ben, ils ont des analyses multicritères en disant bah, mon critère numéro 1, c'est l'âge, mon critère numéro 2, c'est est-ce que c'est un matériau problématique, mon critère numéro 3, c'est est-ce que ma canalisation d'eau, elle est en plein centre urbain où c'est difficile d'accéder, est-ce qu'elle raccorde à un hôpital, etc. Et ça fait gagner des points et ça priorise les investissements. Bah, ça, dans l'idée, il n'y a pas d'apprentissage, mais ça rentrerait dans cette définition. Hop. Ensuite, quand on essaye de mettre l'IA au service de nos territoires, on se confronte aussi à plein d'enjeux différents. J'en ai évoqué quelques-uns, mais plus généralement, il y a
des enjeux de souveraineté, on en a parlé aussi juste avant, de maîtrise de ces technologies qui sont assez complexes, qui sont parfois opaques. Il y a les enjeux de cybersécurité aussi. CDG 47 en parlait ce matin, des enjeux de cybersécurité, de protection des données. Il y a des enjeux de finalité, d'évaluation des effets réels. Qu'est-ce qu'on est en train de faire vraiment et quels effets ça a. Il y a des enjeux en termes d'empreinte environnementale, d'enjeux éthiques par exemple aussi d'enjeux de transformation des métiers et de dialogue interne sur la conduite du changement en intégrant de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas entrer dans les détails de tous, mais un point que j'aimerais faire sur ces enjeux-là, c'est que aussi, quand vous menez des expérimentations ou quand il y a des projets qui se mettent en place, l'idée c'est aussi d'intégrer ces enjeux-là très concrètement. À quoi ça ressemble en fait de prendre en compte l'empreinte environnementale potentielle, à quoi ça ressemble de prendre en compte la réalité du métier qui va se transformer quand je vais mettre en place un cas d'usage IA. Et ça peut se faire à différentes étapes d'un projet d'IA. Donc, il y a une étape de cadrage un peu stratégique. L'objectif, qu'est-ce qu'on veut faire en fait concrètement avec l'IA? Quelles tâches on essaye de rendre plus performantes, d'automatiser, de transformer? Quel indicateur peut-être de performance on essaye de maximiser, des choses comme ça. Est-ce qu'on s'accorde avec les équipes sur cet objectif? Le cadrage de l'apprentissage, c'est les données en fait. Si on veut faire de l'IA sur tel ou tel cas d'usage, est-ce qu'on a les informations qui décrivent comment elle est faite déjà, cette activité, pour pouvoir entraîner un modèle d'IA à la reproduire ou à la faire de manière plus optimisée. Et ça, je le note, c'est souvent la partie la plus longue et complexe. Des data scientists souvent me disent, bah, moi, en fait, mon travail, c'est pas le travail qui a l'air sexy de développement d'un modèle, l'IA, je travaille avec l'algo, etc. C'est vraiment juste, je nettoie des données et je m'assure qu'on les a toutes et tous, et qu'elles sont pertinentes pour répondre à la problématique. Ça, c'est environ peut-être 70% parfois du temps. C'est vraiment un travail hyper important et hyper difficile aussi. Et c'est aussi un travail, je parle de data scientist, mais dans lequel les experts métiers ont un rôle clé, parce que c'est eux qui vont dire, bah, c'est cette donnée qui est importante pour travailler sur la tâche que je fais. Je connais mon métier, cette donnée-là, elle n'est pas importante, cette donnée-là, elle est fondamentale. Pour venir peut-être à trois des enjeux que j'ai mentionnés tout à l'heure, et pour conclure, la transformation des métiers. Il y a de plus en plus d'études. Là, il y en a une du Laboria qui était sortie, je crois, il y a 2 ans, qui commence aussi à regarder à quoi ça ressemble l'IA dans les métiers et qui amène des premiers éléments de réflexion, notamment que l'IA modifie en fait le travail. C'est pas forcément qu'une aide, c'est pas forcément qu'un gain, ça modifie aussi les façons de faire. Les rôles et les qualifications du métier du coup peuvent être un peu requestionnés. Le cas des géomètres de la DGFIP avec les impôts, c'était une preuve. Avant, on allait sur le terrain, on regardait. Maintenant, en fait, on exploite des données de vue aérienne. Voilà, le métier change quand même un peu. Et aussi le fait que beaucoup d'échecs de projets d'IA, c'est parfois un conflit de priorisation et de définition de, en fait, collectivement, se mettre d'accord, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on essaye de régler avec ce cas d'usage concrètement? Et ça, c'est pas si facile que ça à définir pour ensuite mettre en œuvre un cas d'usage concret. Aussi, pour limiter, encore une fois, quand on parlait d'impact, quel encadrement, quel contrôle sur l'IA, ça aussi, c'est une question que les collectivités se posent beaucoup. Et là, il y a un mélange un peu de choses, il y a un mélange de régulation autonome. Voilà, on se dote de chartes, de stratégies pour dire que cette technologie, on a envie de l'approcher de telle ou telle manière. Et donc, on se dote nous-mêmes d'une régulation autonome. Il y a des labels qui existent pour labelliser la démarche plus ou moins responsable. C'est un terme aussi qui est apparu d'intelligence artificielle responsable. Il y a des réglementations qui s'appliquent, notamment le RGPD, encore une fois, ou le règlement européen sur l'IA qui arrive, et des certifications, des normes, une récente sur l'IA frugale, etc. Et des contentieux, des historiques de contentieux. J'ai noté Briefcam, qui est un cas d'utilisation de vidéosurveillance augmentée, où il y a eu plein de problèmes aussi. Donc, voilà, l'encadrement se fait comme ça. Et un point par rapport au règlement européen sur l'IA, qui est intéressant aussi, peut-être aussi pour vous projeter dans les cas d'usage que vous pouvez mener, c'est qu'elle a une régulation par le risque.
c'est-à-dire que plus le risque est important, plus le système d'IA doit être explicité. Ça veut dire que si vous mettez en place, déjà il y a des risques inacceptables, l'Union européenne note notamment le scoring social, le fait de mettre une note sur... c'est inspiré un peu de ce qu'ont pu faire les Chinois, de mettre des notes sur le comportement des citoyens ou des choses de type identification biométrique, etc. Bon, il y a des modèles d'IA en tout cas interdits. Mais vous, dans vos cas d'usage, peut-être que vous allez être sur un cas d'usage de risque élevé parce qu'il y a des données à caractère personnel, des choses comme ça. Et ça implique en fait plein de choses concrètement pour vous. Ça implique notamment d'être en capacité de documenter, d'expliciter ce que fait votre modèle. Pourquoi il a pris telle ou telle décision, pourquoi il a fonctionné de telle manière et pas autrement. Parce que la personne peut demander à avoir une justification. Pourquoi vous m'avez demandé de régulariser ma piscine, montrez-moi le détail du calcul qui a prouve-moi en fait que l'IA n'a pas fait d'erreur. C'est surtout ça. D'où la nécessité de mettre aussi en place, c'est souvent une bonne pratique qui est conseillée, de mettre en place des IA les plus simples possibles, des modèles les plus simples possibles, les plus explicables au début, qui sont souvent tout aussi performants que les plus complexes, qui sont aussi parfois les plus opaques. Et enfin, l'empreinte environnementale qui est aussi de plus en plus documentée. Il y a de plus en plus de recherches sur, en fait, c'est quoi l'empreinte des modèles qu'on utilise. Il y a par exemple, voilà, il y a la norme AFNOR qui est sortie, mais il y a aussi des outils un peu concrets comme Green Algorithm qui a été utilisé notamment dans l'appel à projet financé par l'État et qui demandait aux lauréats d'évaluer en fait en termes d'équivalent carbone qu'est-ce que pèse mon modèle pour mon cas d'usage. Voilà. Donc pour conclure, peut-être l'IA au service de vos territoires. Donc déjà, pour qu'elle soit au service de vos territoires, elle s'inscrit dans vos métiers, vos problèmes, vos priorités. Donc là, je reviens sur l'idée du cadrage stratégique, de savoir en fait qu'est-ce qu'on veut faire vraiment. Et ça implique de coller à vos enjeux. D'où, encore une fois, l'importance de vos experts métiers, de faire remonter en fait, ces cas d'usage de l'intérieur. Ça s'inscrit aussi dans votre travail sur vos bases de données, vos SIG, vos productions d'images, de textes. Voilà, on a parlé de plein de données aujourd'hui. Ça aussi, c'est la base. Et c'est un travail que vous faites déjà, en fait, de maintenir, de produire des données. Et donc, c'est un travail que vous faites déjà de prendre soin de toutes ces données produites. Et enfin, l'IA au service de vos territoires, c'est peut-être même pas de l'IA. Du coup, c'est aussi un peu le cadrage du traitement, de dire bah, qu'est-ce que je peux faire au final. Bah, peut-être que ce ne sera pas de l'IA ou pas de l'IA comme vous l'envisagiez, c'est-à-dire un gros modèle hyper complexe. C'est peut-être un petit algorithme qui vous permet de résoudre votre problème. Donc voilà, donc l'IA au service de vos territoires, peut-être qu'in fine, c'est peut-être même pas de l'IA, mais en tout cas, vous êtes déjà sur la route parce que c'est dans la continuité de vos métiers, de votre travail sur les données. Voilà. Eh bien, merci à vous. J'ai peut-être un peu dépassé mon temps, mais merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et merci. Dans les collectivités territoriales et notamment les mairies, à votre connaissance, quels sont les métiers, les services qui ont le plus recours à l'intelligence artificielle? Bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup. Ça a pas mal évolué avec l'arrivée en fait et la démocratisation des IA génératives qui sont un peu arrivées et qui ont facilité l'accès, on va dire, à des cas d'usage de type utilisation en fait pour écrire des documents, produire des documents, des images. Je sais pas, des services com qui vont utiliser ça pour créer l'image, l'affiche du nouvel événement qui va arriver, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de ces usages-là, c'est assez difficile de voir dans quelle mesure ils sont utilisés. Est-ce que c'est cadré ou est-ce que c'est juste l'agent qui fait ça avec son propre ordi, son propre modèle? Ça, c'est assez difficile, mais je pense que c'est ce type d'usage un peu bureautique, on va dire, du quotidien. Est-ce que selon vous, il va y avoir du donc, développement justement dans les collectivités de nouveaux profils de personnes qui vont être amenées à faire du développement pour aller plus loin que juste sortir du texte ou des images, parce que ça c'est ce que tout le monde fait à peu près comme ça. Mais on voit bien que dans les usages, c'est plutôt de l'analyse de données,
recroiser toutes sortes de données pour en faire. Donc du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est, selon vous, pour les collectivités, va avoir tendance à être externalisé, ou est-ce qu'il va y avoir sans doute un mouvement de créer des nouveaux postes dans les collectivités pour développer des usages pour ces analyses de données? Voilà, est-ce que sur les grosses collectivités, en tout cas, ça commence à s'orienter comme ça ou pas Euh, oui, oui, ça commence à s'orienter comme ça, aussi avec l'idée de mutualiser parfois des postes en se disant, bah, en fait, on va avoir un poste qui va faire ça pour plusieurs. Je sais que des collectivités se posent la question parfois. Il y a un peu de questions par rapport au concret du RH de ce type de poste qui est analyse de données, data scientist. Il y a déjà de base la concurrence avec le privé au niveau des salaires, qui est une question qui vient assez rapidement. Et ensuite, la question de, bah, en fait, on sait pas quoi leur donner. Enfin, je travaillais avant à la métropole de Lille et il y avait un peu parfois cette question de se dire, bon, on va les avoir, mais est-ce qu'on saura les nourrir de données suffisantes, de qualité, de projets pour en fait justifier le financement d'un tel profil. Une des façons de le découvrir parfois, c'est aussi parfois d'avoir des stagiaires de 6 mois, des alternants qui vont déjà mettre un peu la main à la pâte, aider à faire monter en compétence tout le monde, tester des premiers projets, voir comment l'intégration se passe. Mais toujours est-il que je pense que soit c'est des nouveaux profils qui vont arriver, ou soit c'est des montées en compétences de profils existants. Vous avez déjà plein de profils de personnes qui savent manier de la donnée. Il y a des métiers historiques dans nos collectivités autour des SIG qui savent manier de la donnée parfois, et d'autres métiers qui sont plus dans l'analytique. Et ça, c'est aussi des profils qui peuvent aussi être amenés à monter en compétences. Et je pense que ça va être le cas, oui, pour développer des tableaux de bord, développer des indicateurs. Et là, on est vraiment dans une gamme un peu large de qu'est-ce qu'on fait de nos données en termes d'analyse, qui ne va pas forcément toujours jusqu'au développement de l'IA, mais qui pourrait, mais qui déjà apporte en fait plein de bénéfices au métier. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'en vois pas. Vous remercier pour cet exposé. Donc, je crois qu'on en sait un peu plus, même si ça me paraît infini. Donc, les possibilités. Remercier la FNCCR, notre fédération. Donc, j'en profite, comme nous avons le secrétaire général de la préfecture, pour remercier de votre présence et qui honore cette journée. Également souligner que la préfecture nous accompagne systématiquement dans notre rôle au service des collectivités. Si je peux me permettre de vous laisser la parole, si vous voulez dire quelques mots. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs de la diversité de vos fonctions. D'abord, m'excuser parce que je suis arrivé en retard à cette conférence. Je m'excuse aussi auprès de l'intervenant de la FNCCR. Oui, j'ai souhaité, vous l'avez dit, être présent pour vous marquer l'attention que la préfecture porte sur les initiatives que vous avez sur TE47, et je crois que c'est la 3e édition du salon, en tout cas des conférences thématiques. Moi, je souhaitais être présent, je n'ai pas pu être à l'inauguration ce matin et à la déambulation des stands, mais je trouve que ce sont des initiatives qui sont bienvenues, de prendre un temps de réflexion et d'échange sur des sujets qui sont des sujets de société, en fait. Là, vous avez choisi la donnée et le territoire, je crois que c'est la thématique de la journée, un peu fil rouge. Cet après-midi, c'est l'intelligence artificielle et les collectivités. Moi, en tant que représentant de l'État, je vais me permettre un peu de dézoomer et de dire l'intelligence artificielle et les pouvoirs publics et l'administration, dans tout ce que ça suppose en termes de construction administrative, d'organisation. Parce que, alors j'ai raté le début de votre conférence, mais vous avez évoqué un certain nombre d'enjeux qui se posent pour les collectivités. Je pense que par effet miroir, on peut dire qu'ils se posent aussi pour les services de l'État. Les enjeux de souveraineté, les enjeux de l'usage, la transformation des métiers, tout ça, ce sont des choses qui sont évidemment au cœur aussi de la modernisation et de la transformation publique et qui sont au cœur de l'exercice 2025 des préfectures, parce que nous sommes dotés depuis quelques mois, c'était au tout début de l'été, d'une feuille de route ministérielle. Alors c'est une feuille de route qui embarque le monde des préfectures, mais aussi des administrations avec lesquelles vous travaillez particulièrement. Je m'adresse à tous les représentants des collectivités. Je pense à la DDT, par exemple, ou à la DETSPP, qui sont les grandes directions métiers qui sont au service du territoire et sous la responsabilité de l'État. Cette feuille de route, elle est bienvenue parce que, en fait, je crois que on peut dire qu'on est quand même dans une nouvelle révolution industrielle. Vous l'avez peut-être dit en introduction, et s'il y a redite, je m'en excuse. Mais moi, je suis quand même vraiment marqué par l'accélération en fait du temps.
Et si vous l'avez aussi dit, je m'en excuse à nouveau, mais la pédagogie par la répétition, c'est bienvenu. Moi, j'ai toujours ce chiffre de 10 ans pour que Netflix arrive aux, je crois, 3 millions d'abonnés utilisateurs. Et quelques années après, il faut 3 jours pour que la version grand public de ChatGPT trouve 3 millions d'utilisateurs. Il y a une accélération du temps qui est extraordinaire. Ça, c'est des choses qui, évidemment, nous questionnent. Et puis, il y a quand même une question qui est, mais pourquoi faire? C'est un peu ce premier palier, là, c'est la réflexion stratégique. Nous sommes, enfin, je ne connais pas tous les visages de la salle, mais on est tous au service de la population, en tout cas de nos concitoyens, de nos administrés, chacun dans ses prérogatives. Donc faire de l'intelligence artificielle ou l'utiliser pour dire qu'on l'a fait, ça, on peut le faire dans notre réseau familial, domestique et amical. Mais on a une responsabilité en tant que dépositaire de la responsabilité publique de le faire à bon escient. Et c'est là que ça devient compliqué parce que c'est ce que nous rappelle la feuille de route de notre ministère, qui est de dire attention, vous manipulez en permanence des données sensibles, les données individuelles, des informations qui sont parfois protégées et couvertes par le secret économique et financier, qui sont des enjeux régaliens, particulièrement pour une préfecture, dans toute sa dimension sécuritaire. Et donc, on ne peut pas le confier à n'importe qui et n'importe comment, et notamment à des outils d'intelligence artificielle qui sont très accessibles, qui sont très séduisants dans ce qu'ils permettent de faire, mais qui interrogent quand même beaucoup sur finalement l'intégrité des données qu'on est amené à utiliser et à confier finalement à l'intelligence artificielle. Donc moi, je trouve que ce sont vraiment des enjeux qui sont majeurs. Et puis derrière, il y a une question qui est aussi la relation qu'il y a entre l'État et les collectivités locales, parce qu'on est tous en relation avec l'administré dans sa diversité, mais on est aussi en relation entre nous. Alors vous l'avez dit, on est très souvent à vos côtés, et c'est normal pour vous accompagner dans les actions que vous menez. Mais derrière, il faut savoir que l'intelligence artificielle est déjà au service de cette relation entre l'État et les collectivités. Je vais donner un exemple. J'entendais parler, je crois tout à l'heure, de la DDFIP et des inspecteurs qui sont en charge ou qui étaient en charge d'arpenter nos campagnes avec le double mètre pour faire les relevés cadastraux. Ça, c'est effectivement un métier qui a aujourd'hui été profondément transformé. Mais toujours dans l'univers financier, on a des systèmes de cotation et d'analyse en fait de la robustesse financière des collectivités, communes, départements, intercommunalités, peu importe. Et les analyses qui sont portées, elles sont portées avec des algorithmes aussi, qui sont des algorithmes qui font appel aux notions de l'intelligence artificielle et qui apprennent de leurs propres résultats d'une année sur l'autre. Donc on a déjà en fait dans la relation qu'on va avoir et dans l'appréciation qu'on va porter de la gestion des collectivités, des outils qui sont à disposition. Voilà, donc on est vraiment au cœur d'enjeux qui sont majeurs. On va essayer au niveau de la préfecture de mettre en 2026 un peu l'IA sur le dessus de nos priorités. Donc on va sans doute tester des choses. On a un ministère qui est assez actif maintenant. On a des cafés IA. Alors c'est des cafés virtuels. On ne se réunit pas dans une pièce obscure de la préfecture le lundi matin pour échanger là-dessus. On a des boucles de discussion. On a des formations en ligne pour nos agents. Mais pour l'instant, on bute encore, moi je vous le dis en toute simplicité, on bute sur des principes qui sont l'interfaçage entre l'IA et nos outils métiers. Et je pense que vous en avez beaucoup en fait dans les collectivités. Pour prendre un exemple, moi, mon équipe, en tout cas pour partie d'entre elles, est en charge d'instruire les demandes de cartes nationales d'identité et de passeport qui sont sollicitées, en passant sous le couvert des mairies qui sont équipées des dispositifs de recueil, pour les 12 départements de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des millions de demandes qui arrivent à la préfecture d'Agen chaque année, qui sont instruites, positivement ou négativement, et qui ensuite vont être envoyées pour l'édition des titres sécurisés, qui sont ensuite remis en mairie et qui finissent par arriver dans les mains des administrés. C'est un travail qui est un travail humain exclusivement. C'est-à-dire qu'on a des dizaines de personnes à la préfecture qui analysent les passeports qui sont demandés ou les cartes d'identité. On peut se dire que pour les cas les plus simples, on pourrait peut-être être épaulé par des solutions d'intelligence artificielle. On pourrait aussi être épaulé pour la détection des systèmes frauduleux. Parce que quand il y a des maires dans cette assemblée, quand on reçoit des dossiers, quels qu'ils soient, pour obtenir une prestation, un logement, toujours des demandes qui sont assorties de titres d'identité, par exemple, de factures d'électricité, de gaz, etc. Et puis de temps en temps, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que finalement, ce sont des faux et qu'on s'apprête à délivrer légalement une prestation ou un document qui repose sur des bases qui ne sont pas solides. Et dans tout ça, on sait que l'intelligence artificielle est sans doute le meilleur outil pour lutter contre les documents qui ont été falsifiés par une autre intelligence artificielle.
Donc il y a des enjeux qui sont majeurs, mais pour ça, il faut qu'on connecte nos outils métiers du ministère de l'Intérieur, nos bases informatiques, avec de l'intelligence artificielle. C'est très facile à dire comme ça, c'est très compliqué, notamment parce qu'on a des enjeux de souveraineté, on a des enjeux de préservation des données personnelles qui vont sans doute nécessiter un petit peu de temps, mais parce qu'on est, et j'en finirai par là, dans une vraie révolution, je pense, on est en train de basculer dans quelque chose de nouveau. On ne peut pas collectivement rester éloigné de ça et regarder comment ça se passe ailleurs. Voilà, donc c'était pour vous dire que c'est aussi une façon de se dire que la mobilisation générale est sonnée sur ce sujet, mais faisons-le avec prudence et ne cédons pas à des choses qui sont assez simples en apparence, mais qui en réalité révèlent beaucoup de complexité. Voilà, Monsieur le Président, je ne serai pas plus long pour ces quelques mots improvisés, mais encore une fois, vous remercier de votre invitation, de votre prestation, Monsieur le conférencier, et je vous prie d'excuser encore une fois mon retard tout à l'heure.